de retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. On enlève les masques, on est à bonne distance, on s'est lavé les mains, on respecte les règles sanitaires depuis le début de la semaine. On reçoit les candidates à la région de l'Île-de-France. C'est-à-dire parisien, c'est de l'Île-de-France. Et notre prochain invité, Guillaume Villeté, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la liste LREM, sur la liste de Laurent Saint-Martin. Un peu plus large que ça, c'est l'ensemble de la majorité présidentielle. Mais... D'accord, ok. L'ensemble de la majorité présidentielle. Oui, absolument. Avec le MoDem. Avec le MoDem, avec Agir. Donc tous les groupes de la majorité présidentielle sont là. Vous êtes député du Val d'Oise aussi. Absolument. C'est facile de faire campagne en étant député ou c'est de grosses journées? Ah bah c'est des grosses journées, oui, ça je vous le confirme. Oui, ce sont des grosses journées, on a une activité qui est dense. Là en ce moment il y a la loi sur la nouvelle lecture de la loi confortant le respect des principes de la République, donc la loi séparatisme pour faire simple, et j'en suis responsable pour la REM, donc oui, ça occupe pas mal, mais bon on y arrive, hein, les journées ont 24 heures, il faut les utiliser à plein. Quel est votre endroit préféré en Ile-de-France? Chez moi, forcément, enfin, quelle drôle d'idée. J'ai une circonscription qui est absolument délicieuse. Elle part à côté de Conflans à Neuville-sur-Oise et ensuite elle remonte toute la vallée de l'Oise en passant par chez moi à Méry-sur-Oise, puis l'Isle-Adam et ça remonte jusqu'à Cegy, jusqu'au département de l'Oise. Donc toute cette vallée de l'Oise est un endroit qu'il faut connaître, c'est très très joli. Jacques Paquier est avec nous sur le plateau. Jacques Paquier, journaliste au Grand Paris. Bonjour. On va parler aménagement du territoire avec vous. Absolument. Aménagement du territoire et logement, naturellement. C'est un sujet dont la région a hérité davantage encore grâce à la loi NOTRe. Votre tête de liste propose une aide de 10 000 euros pour les franciliens achetant leur premier logement. Vous nous expliquez, on a l'impression que la crise du logement est plutôt une crise de l'offre que de la demande. Mais vous avez cette proposition. Les deux, mon capitaine. Non, mais il faut repartir en effet de la base. La réalité, c'est que je vois par chez moi, quand on est sur une ville comme Cergy, par exemple, entre les revenus maximum pour pouvoir bénéficier d'un logement social et les revenus exigés par les bailleurs privés, il y a une sorte de trappe sociale de 25% où les gens gagnent trop pour être dans le logement social et pas assez pour être dans le secteur privé. Et souvent, les gens, dans ce cas-là, vont plus loin avec des vraies difficultés de transport, d'aménagement du territoire, de bénéficier des services qui vont avec. Ils vont dans le Vexin, par exemple, pour reprendre mon département. Et là, par contre, là, il n'y a pas de location, c'est de l'acquisition. Et donc, non, c'est pas du tout un artifice que de leur proposer cette aide qui est tout à fait conséquente. Je reviens à votre question, par contre, sur le déficit d'offres. On a un vrai sujet. Mais il va falloir faire œuvre d'une très grande pédagogie. Dans les élections municipales, un peu bizarres qu'on vient d'avoir avec la crise sanitaire, on a bien vu qu'il y avait quand même beaucoup d'endroits où l'engagement nécessaire des candidats, c'était pas comme en 2014 où il fallait promettre de ne pas avoir un impôt de plus, pas un euro d'impôt de plus. Là, c'était pas un habitant de plus. Alors, est-ce que c'est parce que la crise sanitaire était là, qu'il y a eu des réflexes un peu de repli sur soi, ou est-ce que c'est une tendance plus lourde ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir dépasser ça et faire en sorte que, de nouveau, il y ait du foncier disponible, de l'offre là-dessus. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans une forme de musée des horreurs qu'on a pu voir dans l'ensemble de l'aménagement de l'Île-de-France au travers des dernières décennies. Qu'est-ce qui fait que les gens sont réticents à avoir de nouveaux voisins ? C'est parce qu'ils ont vu apparaître des situations complètement dingues avec des tours qui arrivaient au milieu des champs. C'est parce qu'ils ont pu voir aussi des politiques de peuplement qui étaient déséquilibrées, qui ne permettaient pas d'avoir une intégration harmonieuse des nouveaux habitants. Et qu'à un moment donné, en effet, là, ils sont du coup très circonspects. La densité est devenue un gros mot parce que ça a été mal fait. Et donc, il faut voir ça différemment. Alors, comment on fait ? Parce que ça, c'est des bonnes intentions, mais comment vous faites ? Comment vous convainquez les maires qui sont eux-mêmes réticents et qui délivrent de moins en moins de permis de construire ? Et comment on fait pour relancer une construction qui est en chute libre et qui ne redémarre pas après le Covid ? Alors, il y a différents points qu'il faut, dans la question que vous posez. D'une part, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une petite exigence à l'égard d'un ensemble de maires qui ne respectent même pas leurs propres règles. C'est-à-dire qu'on ne respecte même pas les PLU, ce qui est quand même un petit peu dément, quoi. Il faut faire en sorte que quand il y a des règlements qui sont votés, il y a du zonage, il faut appliquer ce qui est là. Mais néanmoins, il faut en effet continuer à avoir cette pédagogie. Je crois que la crise sanitaire, paradoxalement, nous offre une vraie perspective. On a vu que les gens apprécient le télétravail, ils aiment bien, mais le télétravail, c'est pas uniquement de chez soi, c'est aussi avoir des communes moyennes, plus lointaines, qui ont une autre forme d'aménagement. On ne fera pas en sorte qu'on puisse loger le 1 200 000 franciliens qui ne se sentent mal logés. On ne les logera pas tous dans Paris intramuros, ça c'est sûr. On ne les logera pas non plus dans la petite couronne, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut les répartir harmonieusement sur l'Île-de-France parce qu'on va définir un aménagement différent. Moi, quand j'étais conseiller régional, il y a de ça quelques temps déjà, on faisait le schéma directeur, le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, avec des tas de pastilles. Alors comme je suis daltonien, forcément c'était un cauchemar parce que je voyais des pastilles, moi je voyais que de la même couleur partout.
tout le monde me dit, mais si, c'est différent, mais vrai sans doute. Mais maintenant, ça ne marchera pas comme ça. C'est très clair qu'on ne peut plus être simplement à la pastille en se disant, on veut savoir où on met théoriquement un machin. Donc, on a le Grand Paris Express qui est venu, qui est aussi un vecteur d'aménagement de l'Île-de-France qui est considérable. On a des fonctionnalités qui demandent à être revues avec les impératifs, par exemple, du changement climatique. Moi, je me réjouis vraiment du plan d'aménagement sur le Val d'Oise, qui non seulement vient conforter l'économie et le développement d'un département qui avait été un peu oublié, mais surtout qui apporte des fonctionnalités nouvelles à l'Île-de-France. Le Rungis du Nord, c'est absolument nécessaire. Et j'en termine pour la partie comment est-ce qu'on fait pour les loger, puisque c'était votre question initiale. Je pense que si jamais on réinvestit les communes moyennes et les petites communes en leur donnant les outils pour pouvoir gérer le télétravail, par exemple, en les accompagnant là-dessus, en renforçant un peu leurs services, là on leur redonne une sorte de beauté intrinsèque qui va attirer les habitants et qui va desserrer la contrainte sur la zone dense. Alors merci beaucoup. Il y a un autre sujet de contradiction un petit peu au moins apparente, c'est le zéro artificialisation nette des sols face à la nécessité de construire plus de logements. Est-ce que c'est la hauteur qui permet, construire plus haut, qui permet de résoudre cette équation ? Non, pas forcément. On peut. C'est pas un gros mot de dire qu'on va construire un petit peu en hauteur. Mais c'est pas non plus un mot magique. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas que je pense. Moi, je vois dans les communes de ma circonscription, les cœurs de ville sont souvent un peu désertifiés. Parce qu'ils ne sont plus adaptés au logement des jeunes, ils sont pas d'ailleurs ni non plus d'ailleurs au logement des anciens, parce que les escaliers c'est sympathique, mais enfin l'arrivée d'un âge où c'est plus compliqué. Et je pense que réinvestir dans les cœurs de ville, c'est simplement remettre des gens pour y vivre. Ça aidera un petit peu les commerces par ailleurs, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il y a aussi, il faut appeler un chat un chat. Je vois dans ma circonscription, il y a une zone commerciale où il y a un tiers des surfaces qui sont vides. Pourquoi ? Parce que le e-commerce, et qui a évidemment, ça a plutôt accéléré les choses d'avoir la crise sanitaire. Les gens ont acheté sur Internet. Donc ça veut dire qu'on a des terrains artificialisés. Ça y est, c'est fait. Donc on peut creuser pour casser le béton. Enfin, ça va être compliqué quand même. On a des terrains artificialisés qu'on peut reconquérir et en faisant évoluer les fonctionnalités qui sont dessus. Vous savez, les Romains, ils faisaient ça. Ils ont construit leur ville autour des marchés. On peut peut-être faire un petit peu la même chose. Ça aussi, au-delà de l'intention, quels outils juridiques, quels outils financiers pour mettre en œuvre ces objectifs ? En termes les outils juridiques, la loi Elan qui a fait évoluer pas mal de choses dans la matière sur la transformation des bureaux logements, et on a les outils qui sont là. C'est compliqué, il ne s'agit pas de nier la complexité des choses. Il va falloir aussi vaincre son de réticence. Mais je continue sur mon exemple, parce que je vois très bien le secteur dont je parle. Il y a encore, je crois, 800 emplois sur cette zone d'activité. Si jamais les gens qui y travaillent viennent loger à côté, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, on peut convaincre. Après, il faut des sous. Ça, c'est clair qu'il y a un investissement massif à faire, mais c'est de l'argent qui sera bien dépensé parce que cet enjeu-là, c'est ce qui va permettre à nos villes de conserver un équilibre. Alors justement, sans faire trop de café du commerce, est-ce qu'on peut économiser de l'argent sur l'organisation institutionnelle ? Il y a des députés de votre groupe qui ont déposé ou qui portent un projet de loi de transformation de la métropole en un pôle métropolitain ou un syndicat mixte, je ne sais pas, en tout cas de détricotage et de simplification. Vous partagez cette proposition de loi ? Alors, vous avez une vision un peu schématique et un peu tranchée de la proposition de loi. Paco Brupin et Guillaume Coffier-Chac qui ont énormément travaillé sur ce sujet et qui sont des élus du Grand Paris. La réalité, c'est que le Grand Paris, c'est une coquille vide. Ça ne marche pas, cette histoire. C'est une espèce de jeu de tiroir où d'un côté on met de l'argent, de l'autre côté on le ressort, et puis il n'y a rien qui se passe entre les deux. Donc l'intérêt est quand même parfois un peu limité. Ce qui ne veut pas dire que l'intention soit médiocre. Qu'il y ait besoin d'organiser la zone dense, c'est une chose. C'est pour ça que moi je soutiens leur démarche de dire on va transformer les établissements publics territoriaux en véritables interco pour qu'elles puissent véritablement fonctionner. Maintenant, quelle est l'échelle à laquelle on doit organiser la région capitale ? La réponse est dans la question. Je pense que c'est à l'échelle de la région. C'est aussi l'avis de Laurent Saint-Martin, parce que quand on compare avec d'autres régions capitales, alors déjà, on n'est pas si mal placé que ça quand même. C'est la première région d'Europe. On a quand même 12 millions d'habitants, 30% du PIB français, c'est pas si mal. Mais pour autant, quand on compare par exemple avec le Grand Londres est une sorte de référence obligée. En réalité, le Grand Londres a des problèmes parce qu'il est trop resserré sur lui-même. Et le fait d'avoir cet espace régional qui est important, alors c'est pas mon département, mais la Seine-et-Marne, c'est la moitié de la surface de l'Île-de-France, et c'est aussi une surface agricole qu'il faut conserver et protéger, mais ça laisse aussi une respiration dans l'organisation de la région capitale, et c'est encore plus vrai quand on a, encore une fois, les conséquences de la crise Covid avec une redéfinition des rapports entre le lieu et le travail, entre la localisation et le travail. Merci beaucoup.
Merci Jacques Paquier. Avant de terminer l'interview, on va faire un que oui que non. Vous connaissez le que oui que non ou pas? Vous répondez que par oui ou que par non aux propositions que je vais vous faire. C'est pas toujours facile. Allez, Voilà. Que faisons. oui que non, est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain? Oui, Vous le pensez ou vous l'espérez? j'en sais rien, j'y connais rien. Donc, Ah, d'accord, très bien. Très bien. vous devriez répondre oui, non. Moi, je vous réponds. Très bien. Que oui que non, est-ce que vous voterez LREM, majorité présidentielle, au second tour des régionales? Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une liste au second tour des régionales. S'il y a une liste sous contrôle régional, évidemment, je voterai pour elle. Très bien. Que oui que non, est-ce que vous avez déjà été un défi dans votre vie? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous avez déjà été un défi? Ah oui. Vous étiez toujours majorité présidentielle ou avant vous étiez autre chose? Vous avez rejoint. Bah, c'est-à-dire que vous remarquerez que cette majorité présidentielle, elle a un petit Non, peu mais- été inventée. Non, mais bien sûr, mais vous sur- étiez, non, mais vous étiez bien sûr, mais vous étiez modem avant ou pas? Non, vous savez, pour moi, un parti politique, c'est un tournevis. C'est-à-dire que c'est un outil au service des idées qu'on défend. Et donc, j'ai été dans un autre. Moi, historiquement, je suis un proche de Jean-Pierre Chevènement. Je suis D'accord. toujours fidèle à cette pensée, mais les outils pour l'utiliser ont été différents. Et donc, là, maintenant, je suis dans la majorité présidentielle. Que oui que non, est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Oui. Pfizer ou AstraZeneca? Alors, pas AstraZeneca parce que j'ai pas le droit. J'ai pas encore 55 ans. D'accord. Mais alors, par contre, entre Moderna et Pfizer, j'en sais rien. Ah, vous savez pas vous avez- Moi, je m'en fiche. D'accord. Très bien. Et dernier que oui que non, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron sera réélu en 2022? Oui. Très bien. Je vous remercie. C'est très Merci clair. à vous. Merci à vous d'être venu nous voir Merci sur le plateau beaucoup. Bâtir en Ile-de-France. Restez avec nous sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. On va continuer à recevoir tous les candidats à cette élection régionale.